Bonjour à tous, à nos abonnés, nos sociaux, nos téléspectateurs et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils. Grâce à son carnet d'adresses sans égal, Nils nous permet d'arpenter chaque semaine les coulisses de la politique française et avouons-le, on adore ça. Alors au sommaire, cette semaine, à les écouter, il faudrait gérer la France comme une entreprise, à l'instar de Xavier Niel. Les grands patrons se lancent dans la présidentielle et surtout pour le pire, Nils a enquêté bien évidemment sur cette tendance plutôt inquiétante. Le RN attaque la gauche comme à son habitude et notamment LFI sur la cause LGBT avant les municipales et vous allez le voir, ce n'est pas anodin. On va revenir bien évidemment sur ce nouveau clash qui s'est produit à l'Assemblée nationale. Puis à droite, Dati fait le ménage pour les municipales à Paris. La candidate de la droite semble en difficulté dans sa propre campagne. On va bien sûr en parler. Allez, c'est parti pour les Indiscrets. Salut Nils. Salut Amira, salut à toutes et à tous. Alors, je le disais en introduction, les grands patrons se ruent sur la présidentielle, bien sûr. Dernier en date, Xavier Niel. Il a lancé une petite bombe dans le poing. Eh oui, le fantasque patron du groupe Iliad et notamment de l'opérateur téléphonique Free affirme dans le magazine de François Pinault qu'il pense à la présidentielle tous les jours, dis donc. Pour sonder Macron, eh bien, Xavier Niel a envoyé sa fille de 13 ans, pourquoi pas, interroger Emmanuel Macron en personne lors d'une remise de décoration à l'Élysée. C'était en 2025, donc l'année dernière. Et donc la gamine lui a demandé: Président, tu en penses quoi si papa se présentait à la présidentielle? Macron lui a répondu en souriant: selon l'hebdomadaire, tu diras à ton père que le job n'est pas si facile, selon plusieurs témoins amusés qui relatent la scène. Et puis le président interroge la fille sur l'envie réelle de Xavier Niel de se lancer dans la présidentielle. Réponse de la gamine: il en parle tous les jours. Alors, comme d'habitude, il est difficile de démêler le vrai du faux de cette anecdote, tant que Xavier Niel a l'habitude de monter des storytelling. J'ai sollicité l'Élysée qui m'a répondu le palais n'avait pas de commentaires à faire voilà, sur ces informations. Mais c'est vrai que Xavier Niel a toujours romancé sa propre vie. Et puis, il a participé à l'élection d'Emmanuel Macron, à qui il a présenté la notable Mimi Marchand, la reine des paparazzis, pour l'aider à conquérir l'Élysée en 2016. En tout cas, en 2022, Xavier Niel s'était déjà amusé à se présenter comme le président de la République dans une pub pour Free. Regardez. Françaises, Français, mes chers compatriotes, mon ambition est d'être l'opérateur de tous les Français et de vous aider à communiquer sans vous niquer. Voilà, donc déjà à l'époque, c'était une profession de foi en forme de slogan, tout un programme. Alors, le patron de Free, c'est aussi courtiser les politiques parce qu'il commande des études d'opinion, mais à titre privé. Oui, mais les sondages, c'est la grande gourmandise des politiques, on le sait, ils n'en ont jamais assez. On en a pas mal parlé déjà dans cette émission et sur le média. On rappelle par exemple que lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, des millions d'euros ont été dilapidés illégalement dans des rafales d'études d'opinion. Alors officiellement, il s'agissait d'aider le président à exercer ses fonctions, mais les études servaient à tout et à rien. L'Élysée, à l'époque de Sarkozy, est allé jusqu'à mesurer la menace politique DSK, ou encore à analyser à l'époque l'image de Carla Bruni. Sarkozy, donc voilà, des études assez peu utiles. Et puis effectivement, avec cette affaire de sondage qui a conduit une partie de l'entourage de Nicolas Sarkozy à écoper de peines de prison, parfois assez importantes, assez sévères, c'est vrai que les politiciens sont plus prudents avec les études, pour commander les études d'opinion. Et pour Emmanuel Macron, par exemple, c'est une vraie
dirait aubaine d'avoir un milliardaire à disposition qui peut parfois lui fournir des sondages ou lui fournir effectivement des études d'opinion. Alors, Niel est admis au sein du tout premier cercle d'Emmanuel Macron et c'est vrai qu'il arrose de sondages des politiques, comme l'avait révélé la lettre en novembre 2025. Voilà, le média de pouvoir explique que le patron de Free professe un credo libéral libertaire et évidemment ce credo il est conforté par les données qu'il collecte et mentionne à ses interlocuteurs politiques et financiers, notamment Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ou encore Maud Bréjon, qui est donc la porte-parole du gouvernement. Et dire à Mira qu'il y a 10 ans, Xavier Niel, il disait ça sur la politique. Je ne fais pas de politique. C'est une chose très mal que j'ai faite toute ma vie. Je n'ai pas voté depuis 25 ou 30 ans. Et c'est une erreur. Et je ne milite pas du tout. Depuis 1986, c'est assez surprenant d'ailleurs pour un citoyen engagé qui nous dit que la France est un beau pays. Et j'avais voté à l'époque à droite. Donc j'ai dû évoluer si je suis maintenant à si gauche. Vous le dites, donc vous avez évolué. Il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire. Et je pense que les hommes politiques doivent faire la politique et les chefs d'entreprise doivent être chefs d'entreprise. Et à partir du moment où on essaye chacun de se mêler d'autres choses, je ne suis pas sûr que ça marche. Et oui, les temps ont changé. Entre-temps, Trump a été élu président des États-Unis, qui l'eût cru, et les patrons ont pris progressivement le pouvoir. Il n'y a pas que Xavier Niel dans les grands patrons qui se ruent sur la présidentielle. Oui, d'ailleurs avec plus ou moins de subtilité. Mathieu Pigasse, banquier d'affaires, patron de presse engagé à gauche, il possède notamment Radio Nova ou encore le magazine Les Inrecuptibles, affirme vouloir, je cite, peser le plus possible sur la présidentielle de 2027. Écoutez-le sur France Inter, c'était il y a une semaine tout juste. Mon ambition, c'est de ne pas rester le long du chemin, à côté du chemin, indifférent, les bras ballants. Et donc, en effet, c'est de peser le plus possible sur la présidentielle de 2027. Le plus parce que possible, je considère ça peut que c'est un enjeu central. Être candidat. Ça veut dire qu'il est trop tôt aujourd'hui pour dire à quelle place ou dans quel rôle peser. Mais en effet, je pense qu'il faut peser. Donc Et vous notamment... Non mais attendez Mathieu Pigasse, c'est important. Donc vous n'excluez pas d'être candidat à l'élection présidentielle. Moi, par principe, je n'exclus jamais rien, si vous voulez, pour être très clair. Voilà, donc par principe, Pigasse n'exclut jamais rien. Et d'ailleurs, le banquier d'affaires revient cette semaine avec un grand portrait dans l'Express. Regardez, voilà, son ambition, effectivement, pour 2027. Alors, on apprend notamment que Pigasse a participé à l'élection de Chavez au Venezuela avec Stéphane Fuchs, le vice-président de l'agence Havas, qui appartient pourtant à Bolloré. Et dans l'Express, Mathieu Pigasse affirme « Tout ce que je peux faire pour barrer la route à la droite radicale, je le ferai. Il n'y a aucune limite. C'est un combat personnel. Je ferai tout. » Alors, Mathieu Pigasse n'est pas le seul, effectivement, à se lancer. Tu l'as dit. Il y a aussi Michel-Édouard Leclerc, dit donc, sur les rangs. Il l'a d'ailleurs dit à plusieurs reprises. Regardez, c'était sur France Info à l'automne dernier. J'ai envie d'en être, mais là, dans la galère... Vous avez envie d'en être, oui, mais pas dans cette galère, vous dites. Mais pas avec des gens qui font le concours de quéquette pour être premier au présidentiel. Et il l'a répété à l'hiver dernier. Est-ce qu'il y a un monde où vous décideriez d'être candidat à l'élection présidentielle en 2027 ? Oh, mais je vais vous laisser la réponse ouverte, sinon je ne vous intéresse plus. Ouais. Donc, ça fait partie des possibilités. Maxime. Oui, ça fait rire Maxime Souitek qui, sans doute à ma place, aurait posé la même question. Non mais, sérieusement, vous dites, je laisse la réponse ouverte, c'est seulement pour qu'on continue à en parler ou est-ce que ça existe ? Est-ce qu'il y a un scénario où ça existe ? Qu'est-ce que je peux vous répondre ? Je suis disponible pour la nation ? Michel-Édouard Leclerc se déclare disponible pour la nation. Voilà, c'est beau, cet esprit d'abnégation qu'on imagine évidemment désintéressé. Alors pourquoi tous ces grands patrons se lancent dans la course à la présidentielle ? Quel est leur intérêt ? Oui, parce qu'après tout, il n'y a que des coups à prendre. On se souvient de la déconfiture d'un Bernard Tapie dans les années 90 qui avait brisé un tabou en passant d'entrepreneur à ministre dans un gouvernement sous la présidence de François Mitterrand. Les grands patrons se rêvent-ils désormais en sauveurs de la France ou leurs motifs sont-ils plus intéressés qu'ils veulent bien l'affirmer ? J'ai posé la question au conseiller politique Jean-Bernard Gaillot-Renucci, un ancien macroniste désormais repenti, que nous connaissons bien dans cette émission. Voici ce qu'il me déclare. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, nous n'avons plus de président, dit-il. Nous avons des managers. Ils ne s'adressent pas à des citoyens, mais à des zones de chalandise à conquérir. Alors c'est un constat qui est un peu brutal, mais
Mais c'est pas forcément, c'est pas complètement faux. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a commencé son premier quinquennat en 2017 en décapitant les directions centrales des ministères. J'en ai déjà parlé dans cette émission. Il n'a pas fait du spoil system comme aux États-Unis où l'administration elle change en fonction de la ligne politique, parce qu'après tout, pour Emmanuel Macron, ce n'est pas la ligne politique qui l'intéresse, mais la ligne managériale. Et d'ailleurs, à l'époque, effectivement, les directeurs d'administration s'en inquiétaient, puisque évidemment, eux, traditionnellement, défendent l'administration, mais aussi le service public, le bien public, etc. Et donc, Emmanuel Macron, il a placé des businessmen et des managers à la tête de l'État. Et donc, effectivement, on peut dire que pour ce président, c'est moins la France qui l'intéresse que l'Europe, évidemment, en tant que part de marché à conquérir. Et ce que m'explique notamment ce conseiller politique, mais qui recoupe finalement un petit peu ce qu'on a pu observer pendant la présidence d'Emmanuel Macron, c'est que c'est l'avènement du manager-président d'abord un manager et ensuite un président. Alors aux États-Unis, par exemple, c'est assez parlant. On a vu Elon Musk, donc le patron de Tesla et de X notamment, qui s'est lancé en politique avec le Doge, donc ce département visant officiellement à rationaliser les dépenses publiques. Et d'ailleurs, il est parti 4 mois après. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Oui, le bilan, d'abord sa relation avec Donald Trump s'est détériorée, manifestement. Deux fauves dans la même pièce ne font pas bon ménage. Et puis ensuite, il y a un bilan quand même qui est assez douteux, parce qu'initialement, il devait réduire de 1 000 milliards de dollars le gaspillage de la dépense, en tout cas le gaspillage présenté tel quel par l'administration Trump dans la dépense publique américaine. En réalité, le patron de Tesla et de X, il a fait main basse sur les données publiques en les siphonnant à la direction de la sécurité sociale américaine. Il y a 2 jours, on a appris que le ministère de la Justice, d'ailleurs, lançait une procédure contre l'un des anciens employés du Doge. Musk, évidemment, lui, ne risque rien avec toutes les protections dont il bénéficie et sa fortune absolument colossale. Finalement, ce sont des actes qui vont dans le sens du travail de la politologue Asma Mala, qui a fait sensation avec 2 essais qui ont été publiés ces 2 dernières années, Technopolitique et Cyberpunk, dans lesquels elle affirme qu'on ne vit pas une simple crise démocratique, comme on l'entend souvent, mais une véritable bascule vers un nouveau régime hybride. Selon la chercheuse, nous serions en train de vivre à l'aune de 2 souverainetés qui vont de pair et se complaisent l'une et l'autre. Une souveraineté publique représentée par l'État et des souverainetés privées, donc les fameuses méga-corporations, alors notamment Elon Musk, mais aussi Bernard Arnault avec LVMH, etc. Écoutez-la, c'était à la librairie Mola, c'était l'automne dernier, et effectivement, son travail est tout à fait fascinant. Il faut absolument comprendre que c'est leur liberté contre les nôtres. Il n'a jamais été question de défendre nos droits ou nos libertés. D'ailleurs, quand Elon Musk parle des Neuralink, des implants cérébraux, à des fins d'abord thérapeutiques, parce que ça commence toujours par des usages qu'il est difficile de combattre. Bien sûr. C'est toujours la santé, le confort. Il y a toujours un petit bénéfice, le temps que ça se banalise, que ça infuse. Et une fois que c'est déjà là, on ne peut plus faire marche arrière. C'est la banalisation, non seulement des imaginaires, mais des techniques du quotidien. Et c'est comme ça que ça opère. Mais Elon Musk sur les implants cérébraux commence toujours par vous dire, mais en fait, c'est par amour de l'humanité, puisque ça va soigner des maladies. Sauf que vous avez bien compris que c'est une privatisation. Donc, qui aura accès à ça? Donc, en fait, il crée des sociétés à 2 castes. Pas 3, pas 4, pas 2. C'est eux et le reste. Et le reste, c'est nous. Et ce qui m'a toujours beaucoup sidéré, en tout cas ces derniers mois, c'est l'aplatissement d'une partie de la droite européenne face au discours de Trump et de Musk. Voilà, donc effectivement, on peut dire que nos grands patrons français font écho à des patrons de la tech mondiale, Tesla, Palantir ou encore les GAFAM, qui ont l'impression qu'ils vont pouvoir créer un nouvel empire. Et d'ailleurs, les grands patrons ont suivi Trump, comme par exemple Apple, mais aussi beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, ces multinationales ont un pouvoir qui équivaut parfois à celui d'un État. Alors évidemment, en France, l'exemple américain fait rêver, manifestement.
néfastement nos grands patrons. Par exemple, Pierre Gattaz, l'ancien PDG d'EDF, ou encore Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, et évidemment d'Europe et parfois du monde, selon les tendances, répètent que tout irait mieux si la France était gérée comme une entreprise. Voilà, comme Pierre Gattaz, par exemple, on peut voir son message sur LinkedIn, c'était il y a 3 mois. Alors évidemment, dans son discours très pro-patronal, très volontariste, Gattaz omet soigneusement d'évoquer les procédés d'optimisation fiscale, voire d'évasion fiscale, ou encore les centaines de millions d'euros d'aide aux entreprises, comme le CICE malheureux créé par François Hollande. En réalité, pas sûr, après 10 ans de Macron à la tête de l'État comme président-manager ou manager-président, que le bilan aille dans leur sens, avec une dette en hausse de 13 points de pourcentage de PIB sous la présidence d'Emmanuel Macron et un déficit qui a explosé, une inflation galopante et une extrême droite plus forte que jamais. Entre des objectifs non atteints et un management aussi catastrophique, quel patron survivrait à un tel bilan? La France a-t-elle vraiment besoin de ça? Allez, question en suspens, Nils. On va passer à notre deuxième sujet. On va parler du RN, le Rassemblement national. Et la sortie hier de Jacobelli a fait très mal aux oreilles. Oui, c'est le député RN, effectivement, Jacobelli, qui a suscité le scandale à l'Assemblée en se lançant dans une diatribe sur les liens supposés entre la France insoumise et les frères musulmans. Regardez. Oui, il faut combattre contre les frères islamistes qui sont en face de nous, la LFI. Les avocats du Hamas, les avocats de l'Algérie, les avocats de l'Iran sont aujourd'hui, c'est clair, les avocats des frères musulmans. Tout ce qui sape la République, tout ce qui sape la laïcité, tout ce qui sape nos valeurs ont des avocats ici. Les frères musulmans veulent lapider les homosexuels. Eh bien, si vous voulez lapider les homosexuels, votez les filles. Les frères musulmans... Si les frères musulmans veulent faire des femmes des fantômes et les servantes des hommes, si vous voulez aussi invisibiliser les femmes, votez les filles. Voilà, alors tout est parti de l'examen du premier texte du groupe parlementaire LR qui avait la main sur l'ordre du jour de l'hémicycle de 9h à minuit dans le cadre de leur niche parlementaire, avec une proposition de résolution extrêmement utile en ces temps difficiles, inscrire la mouvance des frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. Bon, on peut évidemment débattre de l'opportunité de présenter une telle résolution. Est-ce que c'est vraiment l'urgence du moment? Mais bon, en tout cas, les débats évidemment ont été animés, comme attendu. La députée Caroline Yadan, apparentée au groupe macroniste, est connue pour effectivement croiser le fer très régulièrement avec les insoumis, notamment sur la guerre, le conflit entre Israël et la Palestine, évoque des liens de proximité entre, je cite, les LFistes et les mouvances islamistes. Alors évidemment, les députés LFI n'ont pas laissé passer ça, notamment Mathilde Panot, la présidente du groupe, qui a dénoncé des calomnies et des mensonges. Et ensuite, effectivement, Jacobelli en a remis une couche et tout est parti en vrille. Alors on ne va pas revivre tout l'affrontement, il s'étale sur les réseaux sociaux, mais en coulisses, c'est surtout que cette sortie en fait est assez révélatrice et elle fait probablement partie d'un plan plus vaste pour tenter de neutraliser la gauche et notamment LFI à l'approche des municipales. Alors j'ai posé la question au député LFI Antoine Léaumont qui s'est opposé au RN hier dans l'hémicycle. Il m'explique qu'il y a une instrumentalisation de l'Assemblée pour taper sur la France insoumise à l'approche des élections, et notamment aussi dans les médias proches de l'extrême droite, de Sterrin ou encore de Bolloré, il y a une volonté de cibler les candidats insoumis aux municipales, et notamment ceux dont les noms sont d'origine étrangère. Alors c'est vrai qu'il y a des élus ou des candidats LFI qui ont reçu effectivement des messages d'insultes, il y a des plaintes aussi qui ont été déposées, et donc effectivement pour le parlementaire Léaumont, c'est une offensive plus vaste qui se joue contre la gauche, et d'ailleurs le RN est soutenu dans ce combat contre la France insoumise et la gauche au municipal par le gouvernement sur ce point. Au sommet de l'État, on s'en cache peu. J'ai posé la question à un conseiller de l'exécutif qui m'explique que cette campagne des municipales, c'est un peu l'occasion de dévoiler selon lui, le jeu dangereux que joue LFI avec l'islamisme sur le terrain dans les quartiers populaires. La preuve en image, avec cette intervention du préfet Bruguère. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est un préfet qui a été nommé, c'est l'ancien directeur de cabinet de Gérald Darmanin, et il a été nommé avec une seule mission, en tout cas officielle, lutter contre l'islamisme. Et au printemps dernier, voici ce qu'il déclarait sur la France insoumise. Il y a un point de vigilance qui, moi, m'inquiète beaucoup, et dans le sillage des déclarations de Bruno Retailleau, c'est évidemment l'échéance de 2026, les élections municipales, où il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en place pour infiltrer les municipalités. communautaristes ? Je ne revendique
Je ne crains pas tant les listes communautaires. Parce que ça se voit, une liste communautaire. Une liste communautaire, ça se voit, et très clairement, les expériences passées montrent que souvent, les scores sont limités à certains territoires. Non, ce que je crains, ce sont les communautaires dans les listes. Et j'ai moi-même pris l'initiative, par rapport à un certain nombre de maires de mon département, de les appeler pour leur signaler qu'ils avaient dans leurs conseils municipaux aujourd'hui des individus qui sont proches des frères musulmans et qu'il convient d'être extrêmement vigilant dans la perspective de ce scrutin. Il faut parfois mieux perdre une élection que de perdre son âme. Voilà, donc c'est assez clair, hein, l'objectif c'est de marginaliser la France insoumise, de créer des dissensions avec les écolos et les communistes et les socialistes pour casser la dynamique de gauche. Oui, en gros, diviser pour mieux régner. Exactement, c'est ce que déclare en filigrane d'ailleurs la présidente du groupe écolo à l'Assemblée, Cyrielle Châtelain, hier en réaction aux propos de Jacobelli. Regardez. Les propos que vous avez eus étaient insultants pour nous, insultants pour nos collègues de la France Insoumise et insultants pour nos électeurs. Osez dire que si on veut lapider des homosexuels, il faut voter par une des forces politiques de cette Assemblée, c'est inacceptable. C'est effectivement une injure à l'ensemble des personnes qui, vous le savez, aujourd'hui sont militants de la cause homosexuelle et votent pour le nouveau Front Populaire. Voilà, alors la gauche a exigé des excuses au RN, voilà, et évidemment le député Jacobelli dit maintenir ses propos dans une publication sur ses réseaux sociaux. Il réaffirme LFI soutient le Hamas, refuse de condamner les frères musulmans à l'Assemblée, etc. etc. Alors tout ce petit monde va se retrouver au bureau de l'Assemblée, ce sera le 18 février prochain. Le bureau de l'Assemblée, c'est cet organe administratif politique et notamment disciplinaire qui statuera effectivement en conseil de discipline sur les multiples invectives qui ont fusé hier à l'Assemblée. On rappelle que malheureusement le bureau n'est plus à majorité à gauche depuis son renouvellement à la rentrée. Remarquez, pas sûr que la gauche ait besoin d'aide pour rater des élections, elle y arrive très bien toute seule en général. Alors donc la gauche au municipal, et là on va parler de la droite au municipal et de Rachida Dati. Il se passe quelques petites choses, Nine s'est enquêté là-dessus. Oui, il y a du rififi dans la campagne de Rachida Dati à Paris, ça rime. On parlait des personnes LGBT, manifestement courtisées par l'extrême droite et la droite dans le cadre des municipales. Eh bien, Rachida Dati a investi hier plusieurs figures politiques qui ont participé à la manif pour tous au moment des débats sur l'ouverture du mariage pour tous en 2013. Ça nous rajeunit pas, dis donc. Mais oui, au moins 5 des 17 candidats sur la liste de Dati ont soutenu un mouvement homophobe à l'époque, en l'occurrence la manif pour tous. C'est ce qu'a repéré l'équipe du candidat socialiste Emmanuel Grégoire. Et oui, la candidate LR est ministre de la Culture et maire du 8e arrondissement de Paris. Elle a dévoilé ses têtes de liste pour chaque arrondissement, y compris elle-même, en plus de la mairie de Paris. Et surprise, quelques changements par rapport à 2020, et notamment l'éviction de Jeanne d'Autosserre, la maire sortante du 8e. Alors, elle avait beaucoup fait jaser pour ses achats. Rappelez-vous cette séquence culte lors du scandale des notes de frais des maires parisiens. Effectivement, j'ai cette image de maire toujours bien sapée, toujours élégante. Donc, je suis quand même maire d'un arrondissement qui est le 8e arrondissement. Et effectivement, ce soir, je viens pour m'exprimer sur ces dépenses pour que les vêtements, parce que, comme vous le savez, chaque maire a une enveloppe de 990 € par mois et chaque maire peut dépenser comme il veut. Donc moi, j'ai préféré effectivement m'acheter des fringues pour être bien sapé. Voilà, ça fait toujours plaisir de revoir ce passage. Voilà, au moins nos élus sont bien sapés. Fin de partie pour la maire, à ce stade, qui est remplacée par une ex-dissidente LR. Il faut dire que l'intéressé avait fait fort en balossant sur le pistonnage de certains élus de droite dans l'attribution de logements sociaux, le tout en plein Conseil de Paris. Regardez, c'était en octobre dernier. À Paris, il y a eu beaucoup d'élus de droite, à l'époque de Chirac, qui étaient logés dans les logements sociaux. Okay. Et deuxièmement, j'ai quand même des amis, et notamment des maires de mon bord, qui me demandent un logement social pour leur famille. Parce qu'il ne faut pas loger dans le même arrondissement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y en a marre d'avoir toujours des gens derrière qui nous disent qu'ils n'en veulent pas. Alors finalement, on parlait de qui? On l'a appris un peu plus tard. C'était la sœur de Rachida Dati, c'est ça? Exactement, la sœur de Rachida Dati aurait effectivement
demander un logement social à Paris. Et donc cette requête aurait été transmise à la maire du 8e arrondissement. Alors Rachida Dati, elle a démenti toute intervention, évidemment, mais Jeanne Dautxer, elle maintient avoir reçu un courrier en ce sens et assure y avoir opposé un refus. Bref, l'épisode a laissé des traces entre les deux femmes et en tout cas, Jeanne Dautxer a déjà annoncé qu'elle comptait présenter une candidature dissidente pour se maintenir à son poste en tant que femme libre, hein, voilà, c'est beau. Et elle déclare « Aujourd'hui, je m'aperçois que chez LR ou ailleurs, il y a des lâches, des traîtres, des hypocrites, il y a des personnes que j'ai aidées à se faire élire. » C'est ce qu'elle déclare aux Parisiens, visant notamment, sans la nommer, la patronne de la fédération parisienne LR. Voilà. Autant dire que ça tire dans les pattes là, du côté Oui, LR. le groupe vit bien, oui. Il faut dire qu'à droite, la famille Dati, c'est un sujet tabou. Rachida Dati, elle n'a pas peur des clashs, des débats et des oppositions. Par contre, si on touche à sa famille, elle sort les griffes et ça fait mal. Il ne faut pas toucher à sa famille. Voilà, c'est ce que me rappelle un cadre des Républicains que j'ai interrogé avant cette émission. La famille, c'est sacré. Mais bon, cet épisode, effectivement, est assez révélateur, parce qu'il masque mal, en fait, une certaine fébrilité dans la team Dati. Et d'ailleurs, la candidate tient un discours plus posé depuis la nouvelle année. On l'a vu aux grandes gueules sur RMC, elle était beaucoup moins offensive que d'habitude. Regardez. La candidate à Paris, assez calme, modérée, avec les éléments de langage un peu courus d'avance. Alors que d'habitude, Rachida Dati, c'est beaucoup plus punchy. Est-ce qu'on est obligé d'être discrète, de se mouler dans un truc modéré, calme, pour être ministre de Macron et candidate à Paris? Non, mais alors, dites-moi ce qui est modéré, calme. Voilà, une petite moue en réponse quand même à une critique assez virulente du monsieur, qui est d'ailleurs l'ancien porte-parole d'Éric Zemmour. Voilà, sur RMC, ça fait toujours plaisir. Coup de mou ou tactique de communication, en tout cas, Rachida Dati est passée 2e dans les sondages à Paris pour les municipales, quand la gauche hors LFI a conclu un accord d'union au premier tour. Et elle est aussi challengée à droite par Pierre-Yves Bournazel, qui fait une campagne plutôt efficace. Et puis, Rachida Dati, on le rappelle, elle est quand même cernée par les affaires judiciaires, dont une pour corruption, qui lui vaut d'être envoyée en correctionnel en septembre prochain, bon, après les municipales, mais qui pourrait lui valoir une vilaine peine d'inéligibilité. Ouf, je l'ai dit. Voilà, donc tout ça, ça fait quand même beaucoup, et ça peut expliquer que Rachida Dati tente de prioriser ses combats et d'apparaître, ou en tout cas d'essayer d'apparaître comme une figure de stabilité aux yeux des Parisiens. Et tu as remarqué quelque chose d'autre, Nils, c'est que Rachida Dati s'amuse à trier les journalistes. Et oui, en bonne trumpiste, voilà, elle, effectivement, alors je n'ai pas été le seul à le remarquer, en fait c'est plutôt Le Monde qui s'en est plaint, mais aussi Radio Nova ou encore Quotidien, qui sont restés à la porte d'une cérémonie de la galette. C'était le week-end dernier. Alors, réponse de l'équipe Dati, la salle était trop petite, bon, enfin elle n'était pas assez petite manifestement pour accueillir BFM et les médias Bolloré. Voilà, donc c'est une question de la place, on en trouve toujours. Regardez notamment Radio Nova, donc, qui s'est fait recaler. The événement, la galette des reines avec Rachida Dati et Valérie Pécresse à la maison de la mutualité. Mon rêve. 16h, je récupère mon autorisation. Jusque-là, tout va bien. Je descends et surprise, une grande scène, un écran géant, des drapeaux partout. Mais attendez une seconde, c'est pas du tout un goûter, c'est un meeting politique. Et c'est là que tout part en vrille. Déjà, je me fais très rapidement désinviter du goûter quand la responsable de la communication voit la bonnette Radio Nova. On m'explique qu'on n'est pas les bienvenus. 16h10, on me raccompagne à la sortie. Et j'ai pas enregistré cette partie parce que c'est du jamais vu quand même de se faire sortir à ce moment-là. Mais attendez, je me suis fait virer d'une galette ou d'un meeting politique parce que niveau liberté de la presse, c'est quand même pas du tout pareil. La question, c'est dois-je le prendre personnellement? Voilà, les méthodes de la team Dati, en tout cas, montrent, je le disais, une certaine nervosité. Et puis le calme de la candidate, de toute façon, n'est qu'apparent. Elle a quand même insulté son adversaire à droite, Pierre-Yves Bournazel, je le disais, donc qui est le candidat Horizon. Écoutez-la. Mais Monsieur Bournazel, c'est l'incarnation physique de la droite la plus bête du monde. La droite la plus bête du monde qui a permis à Paris, à la gauche, d'accéder à Paris. Voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Je crois, Nils, arrête-moi si je me trompe, qu'on n'a pas fini d'en parler de ces municipales. Oui, on peut sortir le popcorn et s'installer pour déguster en toute tranquillité. Cette campagne, elle promet. Merci Nils pour toutes ces petites indiscrétions. Malheureusement, l'émission est finie, mais on se retrouve vendredi prochain. Et oui, absolument, Amira. Merci beaucoup en tout cas, et merci à tous et à toutes pour votre soutien. Allez, à vendredi prochain.
À vendredi. Et c'est fini pour cet épisode des Indiscrets. On se retrouve vendredi prochain. En attendant, excellente suite des programmes sur le média.